Salut ami jardinier qui aime bien mettre le foin dans son terrain. Je vais essayer à chaque fois de te faire une petite rime comme ça. Je trouve ça marrant. Bon bref. Le foin dans son terrain. Bon, lui, il faut peut-être que je récolte un petit peu quoi. Parce qu'il commence à être un peu grand. L'autre derrière aussi. Et le problème, c'est que, quoique non. Oh, c'est un truc que je voulais te parler dans une vidéo, mais en fait, je t'en parlais maintenant. J'ai constaté quelque chose. C'est que quand on a, en fait, le fait de mélanger comme ça, si tu veux, différents légumes avec différentes hauteurs, tu vois là, ce que j'ai ici, derrière, je sais pas si tu le verras, je te ferai des images. Et ben derrière, j'ai des pieds de tomates. Et en fait, habituellement, quand il fait super chaud, en plein soleil, les tomates, elles font une gueule. Mais tu vois que les feuilles, elles supportent pas l'histoire. Et là, tous les végétaux, ils sont nickel, mais nickel. Les pieds de tomates, ils sont nickel. Alors que clairement, il a flotté, t'as pas idée. Hein. Il y a eu des pluies d'orage, des machins. Moi, je me disais, voilà, on va avoir le milieu là, qui vient de nous tomber dessus. Ça, mais rien. Rien, les feuilles, c'est nickel, il n'y a rien. Il y a rien. Impeccable, quoi. Impeccable. Mais elles sont mélangées avec plein d'autres trucs qui fait que bah, ça se passe pas si mal que ça. Elle grimpe, elle se débrouille, tu vois. J'en mets. En fait, si tu veux, aujourd'hui, ce que je fais, mais je la joue vraiment comme ça. Et je me rends compte que c'est pas le sujet de la vidéo du tout, hein, mais je te fais une introduction. Je crois que c'est quand même important à un moment donné aussi d'expliquer ça. 80% de ce que de la réaction de notre potager, c'est nous dans notre tête, c'est les limites qu'on y met. Et pendant longtemps, si tu veux, je faisais un mélange comme ça. Alors tu verras les vidéos que j'ai fait. Si tu remontes il y a 4 ans, 3 à 4 ans, en fait, mes tomates, je mettais les piquets et je m'arrangeais pour qu'autour il n'y ait rien, pour que la tomate puisse bien progresser. Et si tu veux, dès qu'il commence à faire super chaud, bah, tu connais le principe. Hein. Bon, si tu ne connais pas, je t'explique rapidement. En fait, la tomate, pour qu'elle développe, il faut qu'il y ait une température de croisière. En fait, une température minimum et maximum. Voilà, un canal. S'il fait trop chaud, elle s'arrête de produire, elle se bloque. S'il fait trop froid, elle s'arrête. D'accord. Donc concrètement, passer les 30 et quelques degrés, ouais, c'est pas son délire. Quoi. Dès qu'il va vers les 37, 38, laisse tomber, quoi. Elle s'arrête. Elle suffoque, si tu veux. Et donc, elle produit moins, voire plus du tout. Puis elle reprend quand température. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Beaucoup d'entre vous envoyaient des messages en mode putain, je comprends pas, ça poussait bien, et puis là, ça s'est arrêté de pousser, qu'est-ce qui se passe? Bah, température caniculaire. Cherchez pas, la tomate, c'est pas. Enfin, c'est des légumes que l'on met en plein soleil, alors que pas du tout. C'est pas des légumes qui naturellement. La tomate, elle vient d'Amérique du Sud. La tomate, elle pousse à l'ombre. C'est une liane qui va s'entortiller sur d'autres plantes pour profiter de la lumière avec ses feuilles, mais qui ne, comment te dire, qui ne va pas être en plein cagnard, absolument pas, absolument pas. D'ailleurs, quand on regarde, il n'y a pratiquement aucune plante moyenne et basse qui se retrouve en plein cagnard, hormis les graminées, qui eux ont des formes des tiges et des formes de feuilles bien particulières. Et dis-toi que plus les feuilles sont larges, c'est l'indice qui devrait d'ailleurs nous mettre la puce à l'oreille. Hein. Mais bon, plus les feuilles elles sont larges, plus tu as affaire à un légume d'ombre. Plus les feuilles vont être petites et serrées, plus tu auras affaire à un végétal, excuse-moi, de plein soleil. Par exemple, là, le millepertuis que j'ai ici, j'en viens à mon thème général. Hein. Il a des toutes petites feuilles. Pourquoi? Parce que c'est une plante de plein soleil. Le chou, comme tu peux voir ici, il a des larges feuilles. C'est pas du tout un légume de plein soleil. Il supporte pas avoir le rayon qui lui tombe plein la gueule. Non, au contraire, il est de mi-ombre et a besoin de larges feuilles pour capter un maximum. Et quand tu prends les courges, voire les courgettes, tu as vu les feuilles? Généralement, elles sont mises en plein soleil, ces légumes-là. Alors tu le vois, dès qu'il commence à faire chaud, les feuilles, elles sont toutes molles, elles se rabattent sur elles-mêmes, c'est tout flasque. Parce que c'est un légume qui ne supporte pas le plein soleil. Tu vois, en fait, on met les choses sans même tenir compte de la physiologie pure du végétal à qui on s'adresse. On comprend, on se dit non, non, ça c'est plein soleil, c'est des légumes de soleil. Absolument pas. C'est des légumes de mi-ombre, voire même d'ombre. Absolument pas.
Absolument pas. Et c'est ce qui fait qu'ils font la gueule, hein. Faut pas croire. Hein. Donc voilà, indice, plus tes feuilles sont larges, plus voilà, tu vois, la betterave, bah, elle a les feuilles larges. Le radis, un peu plus petit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça qui détermine d'autres facteurs, je te fais un raccourci, hein, mais qui détermine ombre ou soleil. Voilà. Le chou, c'est pas une plante de plein soleil. Le millepertuis, c'est pas une plante d'ombre. Tu fous ça à l'ombre, bah t'as rien qui pousse. En fait. Voilà. Bref, bon, mine de rien, c'est pas si à côté de la plaque du thème que je te fais aujourd'hui. N'hésite pas à liker au maximum. Je voudrais, j'aimerais vraiment que chaque personne qui voit cette vidéo like. Parce que c'est ça qui va faire propulser la vidéo. Je l'ai vu là. Vous voyez, le fait de vous l'avoir dit la dernière fois, bah, dans les vidéos, elles ont commencé à grimper à mort. C'est parce que je ne le demande pas. Et voilà, donc du coup, j'entends. Moi, c'est pareil. Malheureusement, souvent, j'ai le réflexe aussi. Je vois une vidéo, elle m'intéresse, elle me plaît. Je trouvais ça sympa. Je like pas, je commande pas. Et c'est dommage que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, aujourd'hui en tout cas, c'est comme ça que YouTube référence ses vidéos et les passe en proposition. Donc, s'il te plaît, si tu vois la vidéo, like, ça prend 2 secondes, tu fais un like s'il te plaît. Voilà. Et voilà, si tu as le temps, fais-moi un petit commentaire. Et puis c'est toujours sympa voilà, d'avoir un retour de ce que vous marquez. J'essaie de répondre à tout le monde. Voilà un petit peu. Et n'hésite pas à t'abonner aussi. Et si tu t'abonnes, enclenche la cloche parce que c'est pareil, sinon tu ne recevras rien. C'est le concept dans lequel s'inscrit aujourd'hui YouTube. Bref, aujourd'hui, comment faire avec, je dirais, l'été et l'arrosage en été. Alors, je ne vais pas revenir sur... Tu sais que la vidéo est toujours en ligne. Hein. Elle est toujours en ligne. Mais je suis obligé de la laisser. Je vais te dire pourquoi. Je suis obligé de la laisser. C'est pas vraiment un scandale. C'est pas un scandale. C'était je dirais, comment dirais-je? Ah, comment on dit expliquer ça? C'était le buzz de l'été dernier. Rappelle-toi, si, le gars là, le maraîcher, qui avait des tomates en plein champ sur une sol absolument pas couvert, qui t'expliquait que il arrosait pas, quoi. C'était des tomates sans eau. Alors, t'es là, des conneries, alors t'avais ceux qui disaient, ouais, c'est des conneries. Donc, tu disais, mais si, c'est vrai, gna, gna, gna. Bon, j'ai fait une vidéo en réponse où je disais, bah oui, effectivement, c'est vrai, pas dans ce modèle-là, mais c'est vrai. Et bon, je me suis fait un peu défoncer la tête, mais ça, c'est pas nouveau. Par contre, camarade MFA, là, ah ben attends, ça s'appelle plus comme ça d'ailleurs. C'était Ma Ferme Autonome, que je salue s'il voit cette vidéo. Maintenant, ça s'appelle. Comment ça s'appelle, sa chaîne? C'est. Merde, je sais plus, un truc, machin sans argent, je sais plus comment ça s'appelle. Il a changé le nom. Et donc, il avait fait une vidéo où, bref, il était en train de dire que que j'étais contre ce monsieur, alors que dans la vidéo, je disais l'exact contraire de ce qu'il racontait. Donc, pareil. Donc, du coup, comme il a fait une vidéo dans laquelle il dit, ouais, Denis il raconte des conneries, ça fait des années qu'il dit son jardin, il arrose pas, et puis là, il défonce un mec qui explique qu'il arrose pas. Et du coup, je l'ai contacté, tu te rappelles, je lui ai dit, t'as pas dû garder la vidéo parce que ce que t'expliques, je dis l'exact contraire. Donc, t'as pas dû voir la vidéo. Non, je dis que ce monsieur a complètement raison, et c'est vrai, il a raison. Jardin sans arrosage, oui, c'est possible. Voilà. Mais bon, lui, il a compris le contraire. Donc, du coup, il a commencé. Alors, ce qui était le plus drôle, c'est qu'il y avait des gens qui suivent sa chaîne. Regarde la vidéo, mec, avant de m'insulter. Après, il revenait, il disait, ah ouais, c'est vrai, ah ouais, tu dis l'inverse de ce que. Bah, je dis oui. Parce que le titre, en fait, j'avais fait un jeu de mots. C'était du second degré. Depuis, je fais plus parce que je me suis rendu compte que quand je fais du second degré, tout le monde le comprend, tout le monde le prend au pied de la lettre. Alors maintenant, je me m'amuse plus à faire ça, même si je trouve ça très drôle. Apparemment, il n'y a que moi qui en rigole. Donc maintenant, je m'abstiens de faire des jeux de mots sur mes titres ou de faire du second degré dans mes titres parce que tout le monde. Bon, voilà. Visiblement, on prend ça au pied de la lettre et puis voilà, j'avais marqué. Je crois que le titre c'était Jardin sans arrosage, quelle connerie, tu vois, point d'exclamation. Mais je faisais, si tu veux, l'avocat du diable de tous ceux qui le balançaient. Mais fort, voyant ma vidéo, il s'est dit, ah ouais, lui, il pense que c'est de la merde. Il n'a pas regardé ma vidéo, il a vu juste la vignette, si tu veux. J'ai fait, mais gars, mais non, c'est un jeu, enfin, c'est du second degré. Bon, bref, on s'en fout. Donc oui, c'est faisable de faire un jardin sans arrosage, mais ça, c'est limite. Et il faut être prêt à un visuel. Il faut être prêt à certains éléments.
Et donc du coup, j'en reviens à mon pied de tomate, tu vois un petit peu, je garde le fil, faut pas croire. Très souvent, on pense que quelque chose n'est pas possible parce que nous-mêmes, on y met c'est pas vraiment un blocage, mais on se dit c'est pas possible, donc comme c'est pas possible, bah je le fais pas, et donc effectivement c'est pas possible. Tu vois un peu le concept. Souvent c'est nous qui mettons l'impossibilité, alors qu'en vrai ça l'est. Mais comme on met tellement de freins et qu'on se dit mais non mais ça peut pas être possible, et comme on fait que se le répéter, bah ça devient effectivement possible. Mais dans les faits ça l'est pas. Donc du coup, aujourd'hui mes tomates, ils poussent au milieu de trucs comme ça, et ils se comportent à merveille. Voilà. Donc du coup je me casse plus la tête. Je mets mes pieds de tomates beaucoup plus tôt, quand les végétaux sont comme assez petits, et du coup ils poussent avec tout ce bazar-là, et se protègent mutuellement. C'est juste magnifique, je te fais des images. Alors c'est clair. Attends, on va en parler de ça. Jardin sans arrosage, ça veut pas dire sans eau. Et c'est ce que je disais dans cette vidéo qui a 1 an. Tu peux aller la voir, elle était marrante. Elle était marrante. D'ailleurs, elle a fait un paquet de vues de dingue, j'avais pas compris pourquoi d'ailleurs. Mais un paquet de vues de dingue, hein. Je crois que j'ai dépassé les 80 000 vues avec cette vidéo-là. Et là, je fais bon, bah, ok, ouais, mais bon, il y a des vidéos que j'ai fait beaucoup plus intéressantes qui ont fait 700 ou 800 vues, qui valaient largement plus le coup d'être vues. Mais bon, bref, peu importe. Ça, c'est la magie de YouTube, que veux-tu, c'est ainsi. Et comment te dire, un jardin sans eau, c'est des plantes tropiques, enfin, c'est des plantes du désert, c'est des cactus. Tu vois. Et encore, il pleut quand même un peu dans les déserts, sinon il n'y aurait rien du tout. Et puis les cactus sont là pour prendre aussi l'humidité de l'air. Donc, c'est pas vraiment sans eau, mais bon voilà, tu vois, il n'y a pas non plus un magnifique torrent qui passe en plein, si tu veux, voilà, quand tu vas dans certains déserts du Nouveau-Mexique par exemple, pour juste situer mon exemple. Bon. Mais voilà, c'est des cactus. Là, il n'y a pas de cactus, d'accord. Donc d'office, si tu veux, il y a de l'eau. Si tu as des végétaux qui sont verts, c'est qu'il y a eu de l'eau à un moment donné, que dans une région où la pluie tombe et que le système en lui-même permet de patienter jusqu'à la prochaine pluie. Et c'est typiquement ce que j'ai mis en place depuis maintenant 7 ans. Et tous les ans, je le ressors, je réaffirme, je réaffirme les trucs, je dis voilà, je signe et je confirme, je suis sur un potager sans arrosage. Il faut bien comprendre le principe. C'est pas sans eau, c'est sans arrosage. La nuance est énorme, elle est énorme. Donc, ça veut dire quoi sans arrosage? Ça veut dire que je compte sur la pluie pour arroser mes légumes. Alors, je sais que la majorité des gens se disent ouais, mais sur des légumes, ça marche pas. Alors oui, souvent, les permaculteurs, ils prennent en exemple des prairies, sauf que tu peux pas comparer une prairie sauvage avec des légumes cultivés, parce que les légumes cultivés sont des variétés qui ont été adaptées. Là-dessus, je dis, c'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire, c'est vrai. Oui, la majorité des légumes que l'on achète, enfin, les graines de légumes que l'on achète, sont des variétés améliorées, qui sont issues d'espèces sauvages, mais qui ont été améliorées afin de les rendre un peu moins amères, un peu moins coriaces, si tu veux, un peu plus comestibles. L'inconvénient majeur en faisant ça, c'est qu'elles sont rendues beaucoup plus fragiles. Et donc du coup, bah, il faut plus les chouchouter, les mettre bien en ligne, mettre des petits produits pour pas qu'ils fassent trop bouffer la gueule, parce que voilà, si tu veux, ils n'ont pas beaucoup de défense. Et puis tu as intérêt à les arroser derrière parce qu'ils sont incapables de trouver leur subsistance par eux-mêmes. Voilà. Et si tu veux, c'est des bons produits du système. Voilà, on va regarder ça comme ça, c'est des bons clients. Voilà, je préfère. Voilà, c'est le bon client du mois, c'est ces légumes. Voilà, tu vois. Voilà, sans toi, ils sont morts en fait, si tu veux. Ils savent pas exister, ils savent pas. Et donc, comment tu obtiens ça? Bah, tu obtiens un jardin sans arrosage, déjà sur le temps, en mettant plusieurs conditions. Je vais te les énumérer. La première condition, ça va être un sol qui est le plus vivant possible. Je ne vais pas reprendre le concept sol vivant. J'ai des tonnes de vidéos sur cette chaîne qui parlent de ça. Si tu ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire, va voir sur la chaîne toutes les vidéos qui ont été faites. À chaque fois, tu as le mot sol vivant et tu vas voir, tu vas vite comprendre de quoi il s'agit. Donc déjà, un sol vivant. Ça, c'est la condition. Bah, tu n'obtiendras pas ce résultat-là sans ça. Voilà. Le sol hyper argileux, très compacté,
dans laquelle tu fous des légumes en rang avec aucun couvert et tu dis je fais sans arrosage, c'est juste du foutage de gueule. Je te le dis, voilà, c'est pas possible. Parce que forcément, tes légumes, ils vont souffrir à mort. Ils vont souffrir à mort, ils n'auront pas cette capacité-là. Donc, un sol qui est vivant. 2, une densité végétale ou un couvert ou un paillage. Tu as le choix entre les 3. Mais certainement pas un sol à nu. C'est un sol à nu, ne permettra pas de le faire. Donc une densité végétale, c'est ce que tu vois là. Quelque chose qui fait que chaque végétal s'embrique les uns dans les autres et forme un couvert. Comment on obtient ça? En utilisant le principe des strates. J'ai fait des vidéos qui expliquent le principe des strates. Donc c'est un peu technique, ça paraît bordel comme ce que j'ai fait là, mais en vrai c'est quand même vachement technique, parce qu'il faut prendre en considération les différentes strates végétatives. Ça veut dire des légumes à forte densité de feuilles, comme tu vois là, dans lesquels je vais avoir par exemple, tu vois, des légumes dont les feuilles vont être plutôt pas horizontales mais verticales. Et donc c'est un mélange comme ça entre l'horizontalité du feuillage, la verticalité des tiges et du feuillage, et après les différentes hauteurs. C'est ça qu'on va les mélanger en tenant compte de l'association. Oui, je sais, ça paraît improvisé mais ça ne l'est pas. Et après, dans les strates inférieures, on trouve les laitues, on trouve tout un tas de trucs comme ça. Donc déjà c'est ça. Ça va être ça, ou, parce qu'on peut dire que c'est beaucoup plus compliqué, là c'est un stade, ça paraît pas, mais beaucoup plus avancé que le simple stade de faire un paillage dans lequel on met en ligne différents légumes. Ça, c'est les choses la plus simple qui soit. Si tu débutes, si tu démarres, commence déjà par ça, à la limite. Voilà, tu fais une ligne de laitue, une ligne de gna-gna, mais tu pailles. Voilà, tu fais un paillage, et le paillage, il se met en place avant les grosses chaleurs. Ça sert à rien avant. Hein. Tu vois, les gens sont là, ouais, paillage, c'est le nid à limaces. Ouais, si tu mets ça au mois de février, ou au mois de mars, oui, je suis d'accord, ça te fera un nid à limaces. Mais c'est pas la période dans laquelle il faut le mettre. Encore une fois, il y a des gens qui font des vidéos sur ce canal YouTube qui racontent des conneries. Enfin, à un moment donné, je suis navré. J'essaie de remettre les choses dans leur cadre, mais voilà, d'où l'importance de liker. Comme ça aide aussi à ce que, voilà, ça compense un peu avec les conneries qui sont dites. Donc non, un paillage ne se met pas au mois de mars. Et si tu mets un paillage au mois de mars, attends-toi, t'envahis de limaces. Et c'est normal. Parce que c'est pas la période pour le mettre. Donc on le met avant les grosses chaleurs. Et on le remet encore à nouveau avant les grands froids. Il n'y a que 2 moments dans l'année où on va le mettre. Et là, tu n'as pas de problème. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ou un stade un peu plus technique et avancé où tu fais un mélange. Bon, bref. Ouais, le paillage qu'on va mettre en place va avoir pour... donc ça, c'est le deuxième effet, d'accord? Sol vivant, paillage. Et le troisième point, ça va être le choix des variétés. Parce que utiliser des variétés, je dirais, de grande distribution, ils ont les choses comme elles sont, avec des légumes, certes, qui ont été ultra modifiés. J'ai fait une vidéo sur le F1, F1 d'un champagne. Effectivement, qui sur le sachet, et d'ailleurs sont vraiment plébiscités par beaucoup de jardiniers. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont des chaînes YouTube qui n'hésitent pas comment dirais-je, à dire, voilà, ce sont des légumes, enfin, voilà, ça fait partie des standards qui sont utilisés. Moi, je n'utilise pas ça. Je n'utilise pas ça parce que soit c'est des variétés qui, effectivement, étaient grande distribution, que j'ai forcé et réadapté à une sauvagerie. En fait, j'ai rendu si tu veux, des légumes de bonne éducation bourgeoise, des véritables délinquants, si tu veux, voilà. J'ai dit, vas-y, écoute pas ça, crache par terre, fume un joint, et on va tout chier. Tu vois, en gros, je te fais ça comme ça, tu vois. C'est ce que j'ai fait avec les légumes, tu vois. J'ai dit, mon gars, c'est fini, là, les grandes écoles, le costume, le cravate, et puis le repas apporté par la servante le midi. Maintenant, voilà, tu ne le feras pas tout seul. Effectivement, quand il fait froid, puis quand il fait chaud, et puis voilà, la vie c'est comme ça. Tu vois un peu. Donc il a fallu qu'il s'habitue, puis il a fait, si tu veux, des générations, au fur et à mesure, de nouvelles générations, un peu plus endurcies, un peu plus, voilà. Bon, ça donne la majorité des légumes que j'ai. Donc c'est soit j'ai fait ça, soit je suis parti sur des variétés anciennes, qui sont connues pour leur rusticité. C'est ça. C'est ce que j'utilise. Et quant à ce triptyque-là, ça fonctionne. Tu as des légumes rustiques, habitués à des conditions de gaillard,
un sol de gaillard, un système bien pensé et en compréhension, bah ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est tout. Si tu fais pas ça, encore une fois, on ne peut pas critiquer un système si on ne le met pas réellement en place comme il se doit. Je ne vais pas reprendre mon allégorie sur le Paris-Brest, il y en a qui n'ont pas apprécié. Donc voilà, on ne peut pas dire que c'est à Paris-Brest quand on fait un flan. Et se dire c'est dégueulasse, ça a un goût de flan. Forcément, tu as fait un flan. Si tu veux, tu n'auras jamais un goût de Paris-Brest si tu fais un flan. Tu ne peux pas critiquer le Paris-Brest alors que tu sais pertinemment que tu as fait un flan. Et tu ne peux pas t'attendre d'avoir le goût d'un Paris-Brest si réellement tu as fait un flan. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est psychotique ça quand même. Tu peux pas. Il faut mettre les choses réellement en place. Et là, après, quand tu as tout mis en place, là, effectivement, tu peux te dire « Ah, bah ça marche pas. » Ou ça fonctionne. Là, pour le coup, ça ne peut fonctionner. Parce que, voilà. Mais c'est tout. Tu ne peux pas mettre à moitié le truc et te dire « Bon, regarde, ça marche pas. » Bah oui, mais c'est à moitié. Donc, bah ça marche à moitié. Comme toujours, hein. Voilà un petit peu. Sol vivant, couvert aux diversités, sélection précise des végétaux. Et donc, du coup, tu comprends bien que tout ça, bah, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est ce qui fait que beaucoup de jardiniers, soit par manque de temps, peut-être par paresse intellectuelle, va savoir, je ne sais pas, bah, préfèrent une version un peu plus traditionnelle. On met en ligne et puis après tout le monde arrose. Je l'entends. Mais mine de rien, si tu veux obtenir un résultat comme celui-ci, il va falloir que tu passes par ça. Ça va être indispensable de t'inquiéter, de t'intéresser un peu plus en profondeur. Mais en même temps, le temps que tu passes à apprendre, parce que là pour le coup, c'est pas un produit ni une machine qui va résoudre ton problème. Ça va être ce que tu auras emmagasiné dans ta tête. Déjà, ça c'est, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, logiquement, c'est beaucoup plus intéressant. Mais ce temps que tu as passé à apprendre ce système-là, bah forcément, si tu veux, c'est un truc, une fois que c'est mis en place, bah c'est mis en place, tu n'as pas à y revenir. Alors que quand tu ne veux pas le faire et que tu te dis après tout, ça me saoule, c'est trop compliqué, j'arrose. Ouais, mais t'arroses tout le temps. T'arroses tout le temps et tous les ans. Donc quand tu vois sur 5 ans le temps que tu as passé à arroser, n'aurait-il pas mieux valu passer beaucoup moins de temps à apprendre pour ne plus avoir à le faire? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, c'est la question que moi je me suis posée. Je me suis dit, je préfère passer, certes, plus de temps à apprendre quelque chose, mais pour en être quitte à vie. Pour en être quitte à vie, ne plus avoir à s'emmerder avec ça. Moi, je préfère cette solution-là. Mettre beaucoup d'efforts au départ pour être tranquille par la suite, au lieu de se dire, je ne veux pas faire l'effort, et puis tant pis si je dois régulièrement faire un effort. C'est exactement, si tu veux, le principe de la fable du crapaud, je ne sais pas si tu le connais, hein, qui est-il préférable, tu as un crapaud à manger, quoi qu'il arrive, il faut que tu le manges. Est-ce que tu le manges en une fois ou est-ce que tous les jours tu t'en bouffes un petit morceau? Voilà, c'est exactement le même principe. Bah, beaucoup te diront, je préfère tous les jours manger mon petit bout de crapaud, sachant que tous les matins quand je vais me lever, je vais savoir qu'il y a un goût dégueulasse que je vais foutre dans la bouche et que tous les matins, tu vas te refaire le même scénario de je vais me bouffer mon petit bout de crapaud dégueulasse. Voilà, bah moi je préfère faire la grimace une fois, bouffer un truc où c'est hyper dégueulasse, mais une fois, et j'en suis quitte et ça ne revient plus jamais. C'est comme ça, c'est ma manière de fonctionner et je préfère 100 fois faire comme ça. Mais voilà, après c'est des principes de tempérament si tu veux, je pense. Donc voilà un petit peu pour l'arrosage, comment ça fonctionne. Bien entendu, il était évident qu'il fallait que je t'explique ça. Si on fait un semis en pleine terre et que la terre est relativement sèche en surface, il va falloir arroser ton semis. Et là, pour le coup, on fait des arrosages jusqu'au lever. Quand la graine est levée, quand la plantule est levée, à ce moment-là, souvent, on arrête l'arrosage et la chose se passe logiquement bien. Voilà. Rare qu'il y ait des problèmes, mais il faut le faire comme ça. Si tu mets dans un sol sec des graines, ça ne poussera pas, parce que les graines, il faut aussi qu'il y ait l'humidité pour qu'elles puissent se lever, tu comprends. Donc voilà pourquoi souvent en été, on préfère des semis hors sol, bah justement à cause de ce phénomène, de ce problème-là. Après, ça n'enlève en rien. Et là, si tu veux, moi, j'ai pas besoin de mettre de comment te dire, cherche le mot.
c'est pas du couvert, c'est un ombrage. Merci de me l'avoir soufflé. Je ne vais pas en mettre d'ombrage, souvent c'est ce qu'on va faire. On va mettre des ombrages, des ombrelles par exemple, des parasols, des cagettes. Ça, c'est vraiment quand on travaille en ligne. Avec, voilà, là, effectivement, certains légumes vont plutôt souffrir. Et là, c'est toute la ligne qui va souffrir. Et il va penser à mettre des ombrages. Je te le recommande. L'ombrage le plus efficace et le moins cher, le plus facile à mettre en place est quand même la bâche de camouflage de l'armée, tu sais, qui sont ouvertes. Tu vois, un petit peu quand tu les déplies, c'est bon, tu vois un peu comment c'est fait. C'est pas plein, ça permet d'avoir moins de prise au vent et puis d'éviter que ton truc il se barre. Et puis tu fais des grandes distances comme ça et c'est génial en termes d'ombrage, c'est parfait. Moi, j'ai pas besoin parce que j'ai ces principes d'étagement qui me font que j'ai pas besoin de le faire. C'est aussi l'économie de temps et d'argent, le fait de travailler aussi dans un système comme ça, en parallèle, d'accord. Mais l'ombrage, sinon, va aider, si tu veux, au phénomène. Et vraiment, l'arrosage ne se fera que si on a une canicule assez intense, avec des températures très élevées, plusieurs jours d'affilée, où on sent que les légumes commencent vraiment à souffrir. Alors là, on évite, si tu veux, d'attendre le point de cassure, parce que le gros problème que tu risques, c'est d'avoir des légumes qui, parce qu'ils ont moins d'eau, ils freinent leur croissance, ils se stoppent, et là tu es face à un problème. Donc il faut éviter ce moment-là, et c'est là où tu feras un arrosage, où tu apporteras un arrosage. Mais alors te dire concrètement, est-ce que le fait que tu vas arroser, allez, peut-être 3 à 4 fois dans l'ensemble de la saison, est-ce qu'on peut le considérer comme un système sans arrosage? Pour moi, oui. C'est pas parce que tu vas arroser 3 ou 4 fois que ça y est, tu as vendu ton ammoniable, que ça y est, tu ne peux plus dire que c'est ça. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des cas un peu exceptionnels dans lesquels, bah oui, il va falloir quand même agir. Ou si tu n'agis pas, bah, tu vas perdre une grosse partie. Tu vois, ce serait très con. C'est pas l'idée. Comprends bien que c'est pas l'idée. Il faut bien prendre les concepts comme des concepts et pas comme des forces absolues, comme un dogme si tu veux. Il n'y a rien de plus dangereux que le dogme. Hein. Encore une fois, je le redis. Hein. Non, c'est comment te dire, un objectif à atteindre. Tu as une obligation de moyens. Tu as une obligation de moyens pour obtenir ton résultat. C'est pas parce que tu vas faire un arrosage que ça y est, t'es dernier tu vois, des bandits. Enfin, faut se calmer là-dessus, tu vois. Parce qu'il y a des moments, bah, ça peut être le cas. L'année dernière, il y a eu de fortes canicules. Sur l'ensemble de la canicule qui avait duré 1 mois et demi, j'ai arrosé 4 fois. Là où l'extrême majorité des gens, pendant cette même période, arrosaient 2 à 3 fois par jour. Par jour. Moi, j'ai arrosé 4 fois sur la saison. Donc, tu vois, tu as de la marge. D'ailleurs, mon voisin, il ne comprenait pas. Il disait, comment ça? Je ne te vois jamais arroser, tu fais comment? Je dis, bah, j'arrose pas. En fait, c'est très simple. Donc, il ne croyait pas, il venait voir, il me disait, mais putain, mais moi, j'arrose 2 fois par jour. Et le sentiment que ce n'est pas encore assez. Ben, je lui dis, oui, il n'y a pas de couvert, la terre est à nu. Oui, tu n'as pas d'autre choix que de le faire. C'est tout. C'est pas. Il n'y a pas de. Comment te dire, de bon ou de mauvais là-dedans. Il y a des choix que l'on fait et qui amènent des conséquences de ces choix. Voilà un petit peu. Toujours comme d'habitude, en description, tu as mon lien pour amener sur ma lettre d'information que je fais, dans laquelle chaque semaine, je t'amène un support technique pour mettre en place. Là, je t'ai donné les grandes lignes, les points de détail, la mise en place, je la mets là-dedans parce que ça prend un peu plus de temps. Là, on y va avec des documents, des choses un peu plus précises, enfin nettement plus précises d'ailleurs, puisque ça va être chiffré, avec des documentations qui vont être fournies avec. Et tout ça, c'est dans la liste email. Si tu as besoin d'aller plus loin et si tu as besoin de vraiment comprendre comment on met ça en place, point par point, étape par étape. Je te dis à très très vite. Ciao, ciao.